problème de ces voitures, c'est qu'il faut être jeune pour les conduire, mais il faut être vieux pour pouvoir les acheter. C'est un problème chez Lotus, mais bon, on n'a plus besoin d'en parler vu qu'ils ont été rachetés par des Chinois qui vont transformer ça en voiture électrique. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la Lotus Drift Shop. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu sur les réseaux, en vidéo, etc. C'est un véhicule pourtant qui roule assez souvent en track day. La semaine prochaine, on l'emmène au Nürburgring et à Spa-Francorchamps sur 2 jours. Et donc, on va aujourd'hui la réviser, faire quelques modifs pour pouvoir la fiabiliser et puis s'assurer qu'elle va assurer le coup sur ces 2 jours. Et vu qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler, il y a moyen que tu nous donnes quelques détails sur la voiture? Bien sûr, la base, c'est une Lotus Elise S3. Les versions 250 Cup sont sorties, donc c'est la dernière génération. Ça, c'est un modèle qui courait en Lotus Cup Italie. Et quand moi je l'ai racheté, c'était déjà une voiture de course. Je l'ai fait évoluer. Alors en freinage, elle a des étriers AP Racing devant et derrière. C'est des étriers 4 pistons devant. À l'arrière, c'est des étriers d'origine avant qui ont été déplacés à l'arrière. Les disques, c'est du Performance Friction et les plaquettes aussi. C'est le meilleur combo que j'ai trouvé, celui que je préfère moi sur cette voiture. J'ai essayé pas mal de choses, différents types de plaquettes, différentes marques, différentes répartitions devant derrière. Là on a quelque chose qui est pas mal, sans ABS bien sûr. Et après en termes de suspension, c'est des Nitron 3 voies, les Nitron Race, les plus haut de gamme, qui ont aussi été réglés après pas mal d'essais et qu'on modifie des fois selon les circuits. Ça donne un combo qui est très bien, très équilibré pour cette voiture. Elle est vraiment super pointu, très efficace. C'est assez facile de rouler très vite avec. Et du coup, c'est pour quel type de course exactement? Elle serait éligible dans pas mal de championnats finalement. Elle peut faire du sprint, de la Lotus Cup bien sûr. Nous, on l'utilise principalement en track day parce qu'on a aussi d'autres véhicules de compétition qu'on pourra vous présenter dans d'autres vidéos. Bien. Alors à l'intérieur, on retrouve un habitacle dépouillé, encore plus dépouillé qu'une Lotus d'origine. On a un siège baquet. Il n'y a pas la place d'en mettre 2. À partir du moment dans une Lotus où on met un siège baquet, on va dire digne de ce nom, on n'a plus la place en largeur d'en mettre 2. On a un Max EQ Pro, un PDM. Et de l'autre côté, on a l'instrumentation avec le keypad et le dashboard AIM. Tout ça, ça a été installé par XLX6 avec tous les faisceaux, moteurs et châssis qui vont bien. Ça a été vraiment fiabilisé. On a eu quand même des problèmes de faisceaux, d'électronique quand la voiture a commencé à vieillir. Après 5-6 ans de circuit, on a tout remis à neuf pour éviter que ça s'aggrave. Et niveau transmission, elle est d'origine? Alors non, effectivement, c'est une bonne question. Transmission, elle a une boîte séquentielle Quaife et un embrayage rigide AP Racing. Donc ça, c'était déjà dessus quand la voiture roulait en Lotus Cup Italie et ça fonctionne plutôt bien. La boîte, il faut quand même la réviser assez régulièrement, bon comme toutes les boîtes séquentielles, mais à rouler c'est un plaisir. On gagne vite une demi-seconde au kilomètre avec des boîtes comme ça. Et la révision de la boîte, il faut la faire tous les combien de kilomètres? Ça dépend de l'utilisation, c'est plus en heures qu'en kilomètres. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation des circuits. S'il y a beaucoup de passages, si c'est du circuit rapide, on va passer moins de vitesse que si c'est du circuit lent. Donc c'est vraiment au feeling, mais on va dire entre 2000 et 4000 km qui correspond à... Si on prend une vitesse moyenne de 140 km/h, je sais pas, mais en nombre d'heures, à peu près, vous ferez le calcul. Et pour finir, la partie la plus intéressante, ou pas, le moteur. Donc c'est un Toyota, hein, ça fait presque 20 ans maintenant que les Lotus sont équipés de moteurs Toyota. C'est un 2ZR, c'est-à-dire un 1,8 litre, 16 soupapes avec un compresseur. Et il sort dans l'état 300 chevaux environ. Avec quelques modifications, principalement la gestion électronique, la carto qui a été faite chez XLX6 qui a fait monter les chevaux, parce qu'à part ça, le moteur est d'origine. En interne. D'origine, ça fait combien de chevaux? D'origine, ça fait 250 et donc on a gagné à peu près 50 chevaux quand même. Donc c'est une voiture qui roulait à la base en Lotus Cup en Italie. Donc c'est un véhicule de compétition, elle n'a pas de carte grise, elle roule pas sur la route. Elle a roulé en Lotus Cup, je crois, entre 2017 et 2020. Quelque chose comme ça. Moi je l'ai acheté en 2020 et donc c'est un modèle 2016 en freinage, suspension, électronique comme on l'a vu, beaucoup de choses pour à la fois la fiabiliser, améliorer les performances. Donc ça fait 4 ans qu'on l'a. Bon, maintenant qu'on a refait les présentations de cette superbe Lotus, je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire quand on lève une Lotus sur un pont. Alors pourquoi je dis ça? La Lotus, c'est un moteur central arrière, répartition des masses à peu près 60% derrière, 40% devant. Pour l'aérodynamisme, toutes les Lotus, en tout cas Elise exige, je suis pas spécialiste non plus de la marque, je connais pas tous les modèles, mais toutes les Lotus Elise et exige ont un fond plat pour l'aérodynamisme. Pour lever la voiture, il faudrait normalement démonter le fond plat avant de pouvoir accéder au point de levage. Moi je suis un peu feignant, en plus elle est rabaissée, c'est super chiant d'aller chercher les vis du fond plat comme ça couché par terre, en plus il fait froid. Donc je la lève d'une manière un petit peu plus osée, un peu olé olé, vous allez voir. Comme on va faire la vidange, il nous faut bien sûr de l'huile. Sauf que cette huile, on va pas s'en servir pour la mettre dans le moteur. On va la mettre ici.
On fait un contrepoids. J'en prends un deuxième. Ça suffira pas un seul en contrepoids. Donc on a à peu près, avec le poids de la ferraille, on a à peu près 10 kg de contrepoids que j'ai mis bien à l'avant. Sur les Lotus de route, on peut pas rentrer des trucs comme ça dedans, mais par contre ce qui est possible de faire, c'est de mettre aussi du poids au niveau des pieds du pédalier conducteur. Ça aussi je l'ai déjà fait, des bidons d'huile ou des choses assez lourdes, une vingtaine, trentaine de kilos au niveau des pieds, ça suffit aussi à... Donc ça c'est que quand on retire pas la plaque en dessous. Ouais, pour éviter de devoir la lever par l'arrière et de démonter le fond plat, je la lève par le milieu. En fait, il y a une poutre au niveau du châssis qui est à peu près ici, et si on la lève par ce point là, la voiture est parfaitement équilibrée. Donc en la levant juste ici et de l'autre côté, en 2 points, on peut la lever toute droite et elle ne va pas basculer, mais ça se joue à vraiment pas grand chose en termes de poids. Donc il faut faire attention et on gagne beaucoup de temps avec cette méthode. Maintenant que j'ai mis les contrepoids, pouvoir la lever tranquille. Maintenant quand j'ai décollé les roues, je vais enlever les roues arrière. J'enlève les roues arrière avant de la lever plus haut, comme ça elle bascule pas. Voilà, là la roue elle doit faire à peu près 12 kg, j'enlève 24-25 kg à l'arrière, ça fait ça de plus de poids qui la fait pas basculer. Voilà les écrous en alu forgé, comme vous pouvez le voir à la caméra ils sont très légers. Et on a des goujons en titane, qui sont aussi très légers. Et niveau jambes, vous avez mis quoi là-dessus? Alors ça c'est les jantes qui étaient dessus quand on l'a acheté, c'est des Mack. C'est une marque italienne, c'est des Mack XLR. Alors c'est des copies italiennes de célèbres jantes super légères italiennes. Et après je la cale avec ça pour quand même éviter qu'elle bascule. Je fais quand même travailler la sécurité. Ok, je la cale par le train puisqu'on va sortir le fond plat. Je l'ai prise vraiment au niveau de la poutre ici. Ça c'est la poutre du châssis. Et le fond plat rentre dedans de ce côté et de ce côté. La partie avant, là, pour ce qu'on veut faire, on va pas l'enlever. La partie arrière, celle-là, on va la démonter. Et donc, en soulevant bien au niveau de cette poutre-là, on arrive après à sortir le fond plat. J'ai enlevé toutes les vis du fond plat. Ça m'a pris 5 minutes. Alors en vrai, beaucoup plus, mais pour la vidéo, on dit 5 minutes. Ça m'a pris 5 minutes alors que couché par terre, ça m'aurait pris 2h30. Et là, j'ai juste à du coup glisser le fond plat. Il est posé sur le pont et il tient juste encore par l'échauffement. Je le prends comme ça. Ouais, je crois qu'on a un visiteur. C'est Steve. Parce qu'il faut qu'on purge les freins, donc ça tombe bien qu'il soit là. On a acheté un purgeur de freins automatique. C'est lui, c'est pas moi. J'ai rien fait. Donc là, on va faire une purge des freins. On fait pas une purge complète. Ça sert à rien parce que le liquide n'est pas vieux. On va juste faire une purge où on sort en gros le liquide qui est dans l'étrier parce que celui-là il a quand même chauffé un peu. On fait 2-3 coups de purge par étrier pour avoir du liquide frais à l'intérieur. C'est tout, sinon le freinage est déjà purgé correctement. Vas-y pompe! J'ai un peu plus jaunâtre. Alors donc pour l'huile, on va mettre de la 300V 1060. C'est pas le grade d'origine de ce moteur. Je crois que la recommandation constructeur, ça doit être 530 ou 540. Mais bon, moi j'ai remarqué qu'à chaud, avec de la 530, même de la 300V, la pression d'huile était un peu basse. Et j'ai essayé différents grades et c'est le 1060 ou le 2060 qui est le mieux sur ce moteur, en tout cas pour une utilisation 100% piste, quoi. Sur une utilisation route, il faut rester sur le grade constructeur, il n'y a pas de raison. Mais là sur une utilisation tout le temps intensive, je pars sur de la 300V. 1060 ou 2060, après le grade à froid il n'est pas très important parce qu'au final on roule pas à froid la voiture, on la laisse chauffer comme il faut, on fait toujours 5 à 10 km de chauffe sur circuit avant de vraiment y aller. Donc le grade à froid il n'est pas, voilà, il est pas crucial. Filtre à huile, moi je mets un Gredi. Après il y en a plein qui existent, Gredi, HKS ou d'autres marques qui le font. Moi je préfère le Gredi. En termes de prix, il est bien placé, ils sont de bonne qualité, jamais eu de soucis avec. C'est quoi la différence entre la 300V et la module normale? Parce que c'est les matériaux, comment c'est fabriqué? C'est vraiment pas du tout la même huile, il faut presque même pas les comparer. La 300V c'est une huile qui a été conçue pour les moteurs de compétition, qui a été conçue pour un usage très intensif. Il y a énormément de grades différents et ça n'a rien à voir avec les autres gammes, comme la Motul 8100 par exemple, avec celle qui a les préconisations constructeurs. La 300V, on est sur des critères de qualité, des exigences techniques qui sont bien au-delà des normes constructeurs.
Donc techniquement, vous pouvez prendre une 300V et la mettre dans n'importe quoi, pour peu que vous respectiez le grade. Vous serez au-delà de tout ce que les constructeurs exigent. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle prochainement dans une vidéo. On est assez proche de Motul et on va faire venir quelqu'un pour lui poser ce genre de questions très techniques, et il va pouvoir nous expliquer vraiment dans le détail qu'est-ce qui fait la différence entre une huile classique, une 300V, pourquoi la 300V elle est mieux dans certains cas, pourquoi dans certains cas elle est inutile. On va vous détailler tout ça prochainement avec Damien qui viendra pour l'occasion. Vous entendez ce petit bruit? C'est le bruit de l'Alsace à l'automne. Il pleut un peu. Alors vous avez un petit bruit de fond, puis vous la regarderez l'été prochain quand il fera très chaud, ça vous rafraîchit. Donc là on sort l'huile. En pratique elle n'avait pas beaucoup de bornes cette huile, donc je pense qu'elle va être assez claire à la sortie. Mais comme là on part sur 2 track days sans revenir à la maison entre guillemets, la voiture risque de faire quand même 700-800 km sur les 2 jours s'il n'a pas de soucis. Du coup, en général, c'est un moteur que je vidange entre 500 et 1000 bornes. Donc là, pour éviter de mettre trop de bornes, je le revidange quand même. Et ouais, bouchon magnétique, ça change quoi Le bouchon magnétique, c'est bien parce que quand tu vidanges, ça te permet de voir un peu la santé de ton moteur. La couleur de l'huile, c'est une chose. Mais aujourd'hui, sur les voitures sportives, l'huile, elle a quand même tendance à noircir très vite parce que les moteurs, ils diluent beaucoup. C'est-à-dire que quand ils tournent riches en essence, pour refroidir, il y a de l'essence qui passe dans l'huile, c'est inévitable, et du coup l'huile devient rapidement noire, même au bout de très peu de kilomètres. Le bouchon magnétique, ça permet de voir s'il y a des petites, un peu de limaille de fer dans l'huile, et ça peut vous alerter sur un problème potentiel dans le moteur, une coussinet de bielle ou autre chose. Si vous voyez, ça peut en fait vous sauver votre moteur finalement. Et il y avait une raison particulière pour laquelle tu as pris Lotus, ou c'était juste parce que la caisse elle t'a donné envie? Ça m'a toujours plu, Lotus j'ai toujours bien aimé, j'en avais jamais eu, et puis un jour un pote m'en a prêté une. Henri, si tu me regardes, cause de toi j'ai acheté ça. Alors pour l'huile de boîte, on part sur de la Gear 300 LS de Motul. Alors 2 choses à vous dire par rapport à ça. Le grade, premièrement 75-90. Il y a beaucoup de voitures de course ou de circuit qui vont utiliser de la 75-140. Mais moi j'ai remarqué qu'avec la 75-140, déjà les vitesses avec la séquentielle étaient beaucoup plus difficiles à passer. Elle avait tendance à rester trop en température une fois chaude. On avait beaucoup de mal à refroidir la boîte, alors qu'avec ce grade là, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, bon, la vidange tous les 500 km, mais au moins elle protège mieux la boîte. On l'a vu après avoir ouvert 2 fois la boîte déjà en révision, qu'avec la 75-90 sur cette boîte là, ça fonctionne bien. Et LS, parce qu'il y a un différentiel autobloquant dans la boîte, donc il faut les additifs LS Limited Slip pour autobloquant. Et du coup, la vidange de boîte. Donc là, pareil, on ouvre. Ok, celle-là elle est pas très vieille, pareil, elle a 250 km à peu près. Ok, là dedans, ici aussi. Alors donc là on remet l'huile. Prochaine étape, on va aller monter les pneus qu'il nous faut. Donc on a 4 slick et 4 slick s'il fait sec et 4 slick pluie au cas où il pleut. Vu qu'on va au nord de l'Allemagne et en Belgique en octobre, on va emmener des pneus pluie. Et j'avais ma petite checklist, on peut regarder ce qu'il y a encore dessus. Les vidanges, ça c'est fait. Ouais, j'écris trop mal, filme pas ça. On remettra à zéro le dashboard AIM avec l'ordi. Comme ça, on pourra vous montrer aussi rapidement ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Là, je sers juste au couple les bouchons de vidange. Côté un peu psychorigide, ça, mais j'aime bien. Je préfère toujours serrer au couple, 30 Nm, c'est pas beaucoup, mais c'est de l'alu dans de l'alu. Il n'y a pas besoin de serrer fort. Ok. Le bouchon de la boîte il est caché un peu sur le côté là, il est un peu chiant d'accès. Si vous vidangez le Lotus chez vous, alors je sais pas exactement où est le bouchon de remplissage sur une boîte d'origine, j'ai toujours eu une question là-dessus. Mais n'essayez pas de le faire à la seringue parce que vous allez vous énerver, sauf si vous êtes très patient. Voilà, une pompe à huile comme ça, parce qu'il y a quand même 3 litres à mettre dedans, donc à la seringue c'est très long. Celui-là, théoriquement, il faudrait le serrer au couple, mais avec les dynamos, elle est trop grosse, elle passe pas. La boîte, c'est bon. Le moteur, c'est bon. Bon, du coup, là, on a fait les vidanges, on a purgé les freins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les serrages d'un petit peu toutes les vis, châssis, suspension, géométrie, etc. La dernière vérif, elle a été faite il y a un peu plus de 200 bornes, donc normalement, ça n'a pas dû bouger. Et tout est marqué à chaque fois.
Donc la dernière géo avec les derniers démontages des vis, tout a été marqué. On va faire le tour de toutes les vis et comme ça on vérifie si rien n'a bougé, on touche à rien et on refera une géo complète après les track days. S'il y a des trucs qui ont bougé, on va vérifier, mais a priori ça va. Il n'y a pas besoin. Je mets le bidon complet, je fais le niveau, en général c'est nickel ou il faut rajouter un tout petit peu. Ok, lui le moteur c'est bon, on va juste brancher l'ordinateur avec l'AIM maintenant. Sur cet AIM on peut configurer plusieurs compteurs. J'ai le kilométrage qui a été réalisé par l'AIM, sachant que la voiture avait déjà 9000 et quelques kilomètres avant, donc c'est les kilomètres en plus. Et surtout on a ça, donc l'huile, la révision de boîte elle a 895 km, l'huile de boîte elle a 239, l'huile moteur 239. Donc ce que je fais c'est qu'ici je les remets à 0 ces deux là puisqu'on vient de faire les vidanges. Ouais, ça te permet d'avoir un genre de carnet d'entretien électronique. Ça permet d'avoir le suivi et ça je le vois dans le dashboard. Donc ça évite de noter ou d'essayer de se rappeler les kilomètres et tout. Là on voit les différentes choses qu'on peut programmer sur le display. On peut configurer le shift light par exemple qui s'allume en haut. On a des LED ici sur le côté où on peut mettre les alertes. Là, ça clignote par exemple tant que la voiture n'est pas en température. Liquide de refroidissement, huile moteur et huile de boîte. J'ai 3 alertes de température. Et quand les 3 sont éteintes, on sait qu'on peut commencer à rouler. Là, je voulais faire une modif parce qu'en fait j'avais mis la pression de suralimentation ici sur la page principale. Donc on a le contour. On a différentes icônes qui vont s'afficher en bas, un témoin pour dire qu'on a les phares allumés, un témoin quand la quantité d'essence passe sous 15 litres par exemple. On a différentes choses qui sont en dessous qu'on peut paramétrer. Là j'ai la température d'eau, la température d'huile moteur, et donc là j'ai le boost. Mais en fait quand on roule, le boost ça change tout le temps, ça n'a aucun intérêt de le regarder. Et par contre la température de boîte c'est un petit peu plus critique, donc je voulais changer ça. Virer le boost et mettre la température de boîte à la place. Maintenant j'ai fini ma modif, je fais juste transmit, je redémarre et on a bien la température de l'huile de boîte à la place maintenant de la température du boost. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'on avait quand même un témoin qui s'allumait, mais c'est mieux d'avoir la vraie valeur de la température de boîte quand on roule. On va faire quand même des longues sessions au Nürburgring surtout parce que c'est 21 km le tour. Et c'est un track day où on peut enchaîner les tours. Ça va pas être du Touristenfahrt pour ceux qui connaissent. Ça va être du vrai track day Nürburgring. Donc on va potentiellement enchaîner 3, 4 tours, 5 tours pour les plus braves. Donc pouvoir surveiller vraiment la température d'huile de boîte c'est bien. Ça permet quand on voit qu'on approche un peu des températures critiques, de relâcher un petit peu et de ventiler. Voilà.